prendre de bulles d'air, comme ici. Donc à ce moment-là, on recommence. On appuie au premier cran. Et il faut relâcher doucement la pression sur le piston afin de ne pas faire rentrer des bulles d'air. Ici, je dépose donc 750 microlitres sur le paraffine. Vous voyez qu'à vue d'œil, la taille des gouttes est totalement différente entre 7,5 microlitres, 75 microlitres et 750 microlitres. C'est-à-dire, à vue d'œil, on voit la différence. Donc, c'est pour ça qu'en TP, souvent, quand il y avait des problèmes de réglage de micropipette et de volume, on le voyait dans le tube Eppendorf. À vue d'œil, on voyait que ce n'était pas le bon volume. Hein. Le deuxième cran va permettre d'éjecter ce petit volume qui reste. Nous avons donc 7,5, 75 et 750 microlitres. Petite recommandation. Un embout indispensable au bout de chaque micropipette avant toute manipulation et ne surtout pas tenir la micropipette à l'envers. Effectivement, si un volume, un liquide est dans l'embout, il pourra retomber dans la micropipette et la contaminer. Autre recommandation, ne surtout pas mettre les mains sur ces parties de la micropipette, car nous avons sur les mains des enzymes et de l'ADN qui pourraient contaminer les micropipettes. Un autre usage de la micropipette, par exemple, pour mélanger les volumes. Si je souhaite mélanger 7,5 microlitres de ce bleu, de ce liquide bleu, je dépose ainsi sur le paraffine, et 20 microlitres d'un liquide contenant de l'ADN. Je vais présenter le cône dans la goutte et faire une série d'allers-retours jusqu'au premier cran pour mélanger les deux volumes. Quand c'est bien mélangé, ils peuvent être déposés soit dans un tube, soit dans un gel pour l'électrophorèse. Lorsque vous déposez un liquide dans un tube, il est nécessaire d'appliquer le cône contre la paroi pour faire couler le liquide le long de la paroi. Ainsi, la goutte ne reste pas accrochée au bout du cône. Vous êtes maintenant prêt à vous servir des micropipettes. Alors, est-ce que vous avez tout suivi? Donc, vous avez vu comme en présentiel, c'est vraiment l'utilisation des micropipettes avec les deux crans dont on a parlé tout à l'heure, première butée, deuxième butée, auxquels il faut vraiment prêter attention, donc pour prélever et pour, bien sûr, rejeter le volume. Il y en a parmi vous qui n'ont jamais utilisé de micropipette? Est-ce que parmi vous, certains n'ont jamais utilisé de micropipette? Oui, madame. Oui. Vous n'en avez jamais touché? Oui, madame. D'accord. Mais est-ce que vous avez compris comment ça marche d'après la pratique, c'est-à-dire d'après la petite séquence vidéo et d'après les explications? Oui, madame. Très bien. Normalement, c'est vrai que même si vous n'en avez jamais touché, si vous comprenez le principe de la micropipette, donc déjà comprendre qu'il faut régler effectivement et comment se fait le réglage du volume, c'est très important. Le choix de la micropipette, du cône, comment l'utiliser, ne pas justement la mettre à l'envers avec le cône vers le haut, particulièrement pour éviter les contaminations, ne pas toucher la partie où il y a justement, où on va mettre le cône, etc. Ensuite, une fois que si vous avez la possibilité d'utiliser des micropipettes, vous verrez que une ou quelques utilisations suffisent pour que vous puissiez être performant dans l'utilisation de ces micropipettes. Donc, quelques utilisations sont nécessaires, mais suffisantes. Donc, c'est juste pour vous dire que ça s'apprend très, très rapidement. Si vous êtes dans un laboratoire, que vous aurez à manipuler une micropipette au cours de 2-3 manips, c'est réglé, vous saurez très bien utiliser une micropipette. Alors maintenant, on va continuer. Donc, bien sûr, avant de se mettre à la paillasse, comme on a dit tout à l'heure, conditions de travail, tout le matériel nécessaire doit être disponible, savoir évidemment utiliser une micropipette comme on vient de le voir. Et ensuite, on va commencer l'extraction
à proprement parler. C'est-à-dire, on va manipuler, c'est-à-dire, on va justement réaliser l'étape d'extraction de l'ADN à partir, enfin, ou des acides nucléiques plutôt, à partir de tissu animal. Donc, comme on serait en TP, en présentiel, on schématise au tableau l'extraction avant de passer à la manip. D'accord? Donc, ici, on va le schématiser avec notre PPT et ensuite, on passera à la manip. Pourquoi on va le schématiser? Parce que c'est important de comprendre les différentes étapes de l'extraction au niveau du... Maintenant, on est à l'étape de protocole expérimental. On n'est pas dans le principe, on est dans le protocole. Donc, il faut comprendre quelles sont les solutions qui vont être utilisées, quel est le rôle de ces solutions, pourquoi on les utilise, suivre toutes les étapes nécessaires. On va voir cela ensemble et ensuite on verra une séquence, une petite séquence où toute l'extraction d'ADN a été réalisée. Elle a été réalisée à notre laboratoire par nos propres étudiants, c'est des étudiants doctorants qui ont eu la gentillesse de filmer la séquence, enfin de manipuler. Il y en avait plusieurs. Il y en a un qui a manipulé, un qui a filmé, et puis un qui était très doué, qui a fait la mise en, comment dire, l'arrangement, qui a fait l'arrangement avec une petite musique de fond. Donc, je les remercie aujourd'hui. Et pour l'heure, on va voir les différentes étapes d'extraction avec le rôle des différentes solutions. Alors, donc, c'est schématisé de cette manière-là. Comme on aurait pu le schématiser sur un tableau, hein, blanc, ça n'a pas d'importance. Donc, la première des choses, on commence par prendre l'échantillon biologique. Ici, l'échantillon biologique, c'est un tissu animal. Donc, on a pris une viande, on a pris 200 mg de viande. Donc, il faut pré-traiter cet échantillon avant de passer à la lyse cellulaire. Donc, on va pré-traiter ce morceau de viande, c'est-à-dire il va falloir le broyer pour pouvoir justement déstructurer le tissu et avoir accès aux cellules. Donc, évidemment, on utilise un mortier qui est stérile. On a dit tout à l'heure que tout le matériel devait être stérilisé. Les Eppendorf doivent être stérilisés, tout le matériel qu'on utilise, les cônes, etc. Donc, on prend un mortier stérile, on met dedans un morceau de viande, on ajoute du tampon phosphate ou bien de l'eau, tout simplement, et on broie avec, justement, je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit bâton du mortier. Le pilon. Donc, merci beaucoup, mademoiselle. Je perds mes mots, j'arrive plus à m'exprimer. Merci beaucoup. Donc, avec le pilon, effectivement, vous allez broyer ce morceau de viande. Donc, une fois que vous avez broyé dans de l'eau, distillée, stérile, bien entendu, vous allez prélever et mettre dans un tube Eppendorf stérile. D'accord? Vous allez prélever comment? Avec une micro-pipette. Donc, vous voyez l'importance de l'utilisation des micro-pipettes. Donc, on prélève avec les micro-pipettes, une micro-pipette, et on met le broyat à l'intérieur du tube Eppendorf. Une fois qu'on l'a mis là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du SDS, 20%, on rajoute 25 microlitres de détergent, SDS 20%, plus de la protéinase K à 10 microgrammes par microlitre, et on rajoute 15 microlitres. Alors, le SDS, je vous écoute. C'est pour faire, allez, rapidement, vous le savez. Le SDS, c'est pour faire quoi? La rupture des liaisons. Oui. Et encore? Pour détruire la Pardon? C'est pour la dénaturation, madame. La dénaturation de quoi? De membrane. Des liaisons. Alors, on va dénaturer. Protéines. Oui. Exactement, ça va dénaturer les protéines qui sont au niveau de la membrane et donc on va ouvrir cette membrane. Il faut la déstructurer, il faut l'ouvrir pour avoir accès au contenu cellulaire. Donc le SDS est un dénaturant, mais c'est aussi un détergent qui permet justement de détruire ces membranes plasmiques et nucléaires pour avoir le contenu intracellulaire dans le tube Eppendorf. Donc le SDS est utilisé pour réaliser l'étape de lyse cellulaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est SDS, le sigle? Allez, vous le savez ça aussi. Vous savez ce que c'est SDS? Sodium, dodécyl, sulfate. C'est important de connaître les sigles utilisés. Hein. Est-ce que vous me suivez?
Alors, le SDS détergent, c'est un détergent qui va donc dénaturer les protéines, déstructurer les membranes et permettre d'avoir tout le contenu intracellulaire. La protéinase K, elle sert à quoi ici? Pourquoi on utilise la protéinase K? Dénaturer les protéines. Non, ce n'est pas pour dénaturer les protéines. Protéinase, comme son nom. Pour Oui. madame, C'est pour débarrasser des histones. Alors, d'abord, c'est quoi une protéinase? C'est une enzyme, madame. Enzyme de Merci beaucoup. d'extraction. Non, ce n'est pas une enzyme d'extraction. Alors déjà, Pardon, c'est juste pour débarrasser des histones. alors ce n'est pas pour débarrasser des histones ou quoi que ce soit. Déjà, c'est une protéine, c'est une protéinase, c'est une enzyme qui va dégrader les protéines. C'est la première des choses que vous devez dire. Quand vous me dites ça dénature, une protéinase, ça dénature pas, ça dégrade. Un agent chaotrope, ça dénature les protéines et les acides nucléiques. Mais une protéinase, c'est une enzyme qui va découper en morceaux la protéine, elle va dégrader les protéines. Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui, madame. Donc, une protéinase est une enzyme qui dégrade les protéines. Alors, quelles protéines? Ça peut être les protéines qui sont dans le milieu, puisque nous avons tout le contenu intracellulaire ici, toutes les protéines qui vont être là, et particulièrement, vous l'avez dit, je ne sais plus, une d'entre vous, les protéines histones qui constituent le corps du nucléosome et autour duquel l'ADN est enroulé. Donc, la protéinase K est une enzyme qui va dégrader les protéines et particulièrement les protéines histones qui constituent le cœur du nucléosome pour libérer justement la molécule ADN. Donc, il faut bien comprendre le suivi de chaque étape. On est au début de l'étape et vous me parlez de séparation de protéines. On est à peine au début, c'est-à-dire on a fait la lise, on a ouvert et on a utilisé une protéinase. Est-ce que c'est clair maintenant? Alors, une fois qu'on a mis la protéinase K, eh bien, vous savez, en biochimie, toutes les protéines, toutes les enzymes, pardon, ont des conditions d'activité. Donc, cette protéinase K, elle va être active pendant un peu plus de 2 heures à 55 degrés. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser incuber pendant ce temps-là pour que la protéinase K puisse justement travailler et dégrader les protéines et les histones. Donc, on peut laisser toute une nuit en baissant la température à 37, par exemple, mais on peut laisser pendant quelques heures à 55 degrés. Donc, on a une flexibilité par rapport à l'action de la protéinase K. Très bien. Une fois que le temps d'incubation est terminé, on sort les tubes Eppendorf et qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter l'acétate de potassium à 5 molaires et on rajoute 220 microlitres. Alors, je vous écoute. À quoi sert l'acétate de potassium? Que va-t-il faire? L'acétate de potassium à 5 molaires. Madame, il neutralise. Il neutralise le Qu'est-ce qu'il va neutraliser? Non, il ne va pas neutraliser le milieu. On est déjà dans un milieu qui est à pH normal, à pH physiologique. Donc, l'utilisation de l'acétate de potassium à forte concentration, ça va faire quoi? On est dans quelle étape? Après l'étape, ici, vous avez la lyse. Ici, vous avez la déprotéinisation, la digestion protéique. La digestion protéique. Et ici, on a l'étape suivante, c'est quoi? Vous réfléchissez simplement par... Très bien. Alors cette étape, elle consiste en quoi? Donc, l'acétate de potassium sert à quoi ici? La purification de l'ADN. Oui, alors il va faire quoi exactement? Donc, la purification, c'est le mot utilisé dans le principe. Mais ça va servir à faire quoi exactement? précipiter les protéines. Merci beaucoup. Ça va servir à faire une précipitation sélective des protéines. Parce que justement, à forte concentration en sel, les protéines deviennent insolubles. Elles vont s'agréger, former des agglomérats et ensuite précipiter. Donc, à la place de l'acétate de potassium, qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser? Qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser à la place de l'acétate de potassium? De l'alcool à présence de sel. Non.
Non. Pour se débarrasser des protéines, on aurait pu utiliser le phénolchloroforme. Je vous l'ai dit, c'est cette étape-là qui est variable. C'est cette étape-là d'extraction qui est variable. Soit on utilise le phénolchloroforme, soit on utilise une concentration importante en sel. Vous le voyez? On est dans cette étape. On a lysé avec le SDS. On a digéré les protéines avec la protéine ASCA. Donc après, c'est l'étape d'extraction. Soit on utilise le phénolchloroforme, soit on utilise une concentration importante en sel. Et c'est ce qu'on a fait. On a utilisé une concentration importante en sel, qui est l'acétate de potassium. Donc on est à l'étape de purification et l'acétate de potassium va servir à réaliser une précipitation sélective des protéines, donc pour se débarrasser justement des protéines. Donc les protéines vont former des agglomérats et ils vont précipiter. Et pour pouvoir les enlever, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite centrie, d'accord? Pour pouvoir s'en débarrasser, parce que là, ils sont précipités, mais ils sont toujours dans la solution ici. Donc, pour enlever ces précipitats de protéines, on fait une petite centrie à 12 000 tours minute pendant 5 minutes, et ensuite, on obtient un tube dans lequel, quand on le sort de la centrifugeuse, c'est une petite centrifugeuse de paillasse, on va trouver un culot et un surnageant. Que contient le culot? Que contient le culot? Il contient les organes. Et, Que contient le culot? Je recommence. les cellules en poids moléculaire élevé. Il contient, madame, il contient des protéines. Merci beaucoup, mademoiselle. Depuis tout à l'heure, je vous parle de précipitation de protéines. Ils forment des agglomérats, que tout est dégradé, que le SDS a servi à tout détruire dans la cellule, etc. Et puis vous me dites les organites. On a utilisé l'acétate de potassium pour faire précipiter les protéines. Les protéines, elles sont précipitées, mais elles sont ici, à l'intérieur. Comment je vais me débarrasser de ces protéines? Eh bien, en les faisant précipiter, c'est-à-dire en les faisant tomber au fond du tube par une centrifugation. Donc, quand on centrifuge, le culot est constitué par les protéines qui ont précipité. Et dans le surnageant, qu'est-ce qu'on a? Madame, dans le surnageant, on a l'ADN plus l'ARN. Très bien. Les acides nucléiques vont rester dans le surnageant. On a donc ici fait une séparation, d'accord, grâce à la centrifugation, mais c'est l'acétate de potassium qui a fait le travail. C'est pas la centrie, c'est l'acétate de potassium qui a fait précipiter les protéines. La centrie n'a servi qu'à les distinguer, qu'à les faire tomber au fond pour pouvoir obtenir un surnageant qui contient les acides nucléiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever le surnageant débarrassé des protéines. On va prélever ce surnageant qui contient les acides nucléiques et on va le mettre dans un tube Eppendorf stérile, propre. Donc, on va prélever avec une micropipette et on va prélever 500 microlitres, d'accord, de ce surnageant, auquel on va rajouter 500 microlitres d'isopropanol à froid. Alors, l'isopropanol, c'est un alcool. Pourquoi on prend 500 microlitres ici? Je veux dire, quelle est l'importance de mesurer le volume du surnageant? D'après ce que vous voyez ici, pourquoi est-on amené à mesurer le volume du surnageant? On aurait pu prendre n'importe quel volume, non? Mais pourquoi on prend un volume exact de 500, par exemple? Pour prendre l'égalité en volume de l'isopropanol. Bravo, exactement. C'est pour avoir un mélange entre le surnageant qui contient les acides nucléiques et l'isopropanol. On fait un mélange volume à volume. Donc, puisqu'on fait un mélange volume à volume, il est évident qu'il faut déterminer, mesurer, prélever avec exactitude le volume de surnageant. Donc, si vous prélevez 600, vous allez mettre 600. Si vous prélevez 700, vous allez mettre 700. Donc, il faut mesurer le volume. Ça veut dire qu'il faut le prendre effectivement avec une micropipette pour réaliser un mélange volume à volume avec l'alcool à froid. Une fois que vous avez fait ce mélange, eh bien, on devrait voir apparaître une méduse. Pour la voir apparaître, on peut accélérer le rendement de la réaction en mettant le tube à moins 20 degrés pendant 10 minutes
minutes pour augmenter la précipitation des acides nucléiques. Donc, l'isopropanol à froid, il va servir à précipiter les acides nucléiques. On augmente le rendement de la précipitation des acides nucléiques en mettant à froid, encore pendant quelques minutes, et ensuite pour séparer, pour collecter, on va avoir une méduse, pour collecter cette méduse, qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai dit hier, soit on utilise une tige en verre et on enroule la méduse et on la sort, soit on utilise une petite centrifugation, quelques tours, pendant 10 minutes à 12 000 tours minutes, et on va centrifuger. Qu'est-ce qui va se passer? Les acides nucléiques ont précipité, ils vont donc tomber au fond du tube après la centrifugation. Donc, quand on centrifuge, eh bien, vous allez trouver deux phases. Une phase, un culot qui contient quoi? Les acides. Merci, vous suivez. Les acides nucléiques, bien entendu, et le surnageant qui contient l'isopropanol et le reste des débris s'il y en a encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est ça qui nous intéresse. Donc, on va se débarrasser dans un tube poubelle du surnageant et on va garder le culot qui contient les acides nucléiques. Ensuite, on va prendre ce culot, on va lui rajouter 300 microlitres d'éthanol à 70%, dilué à 70%, qui est toujours à froid à moins 20 degrés. Alors, quel est l'intérêt de cette étape? Pourquoi on rajoute de l'éthanol? On a récupéré les acides nucléiques. Pourquoi rajoutons l'éthanol? Ça veut dire que vous n'avez pas lu votre polycopier. Je vous ai Pour rincer le culot. Madame, pour récupérer l'ADN. Pour récupérer l'ADN, non. Alors la première, vous avez dit pour le rinçage, pour le lavage, effectivement. Alors pourquoi on va le rincer, le laver? Pourquoi on va laver ces acides nucléiques? Pourquoi on rince? On rince, on lave pour débarrasser les acides nucléiques des impuretés qui auraient pu rester emmagasinées dans les acides nucléiques qui sont empaquetés et enchevêtrés. Donc, pour permettre ce lavage, on utilise un alcool. Dans l'alcool, les acides nucléiques sont insolubles. C'est pourquoi on le dilue. On le dilue à 70%, c'est-à-dire qu'il y a 30% d'eau. Quand on dit éthanol 70%, ça veut dire qu'il y a 30% d'eau. Et cette petite fraction d'hydratation de l'alcool va permettre de laver les acides nucléiques. Parce que cette petite hydratation va permettre de détendre l'enchevêtrement des acides nucléiques et de libérer les impuretés qui pourraient être prisonnières dans ces acides nucléiques. Donc, c'est une étape qui est très importante, le lavage, pour justement purifier davantage les acides nucléiques. Donc, on ne peut pas utiliser une dilution plus importante. Si on dilue trop l'éthanol, eh bien, les acides nucléiques vont se dissoudre, donc on va les perdre. Mais on dilue légèrement, juste pour permettre de réhydrater les molécules pour qu'elles puissent libérer les impuretés. Est-ce que c'est clair? Alors ensuite, une fois que vous avez lavé, évidemment, on va mélanger, bien sûr, soit manuellement, soit avec un petit vortex. Et ensuite, pour continuer la manip, on fait une petite centrie pour se débarrasser du surnageant et garder le culot qui correspond aux acides nucléiques qui ont été lavés. Alors, cette étape de lavage, elle peut être réalisée 2 à 3 fois. C'est-à-dire pour être sûr de bien se débarrasser de ces impuretés. Donc, une fois qu'on a récupéré les acides nucléiques, on va évidemment jeter le surnageant qui contient l'alcool, on va garder le culot qui contient les acides nucléiques et on va garder le tube ouvert, l'opercule elle va rester ouverte, pour permettre l'évaporation de l'alcool. Une fois que l'alcool s'est évaporé, eh bien, on va mettre en solution
l'ADN qui a été extrait en rajoutant de l'eau stérile ou bien un tampon trice DTA par exemple. On va rajouter 20 microlitres ou 50 microlitres. On peut aller jusqu'à 100 microlitres. Tout dépend de la matrice initiale. Donc, on rajoute, mettons 20 à 50 microlitres d'eau stérile. On homogénéise correctement et puis on garde, on va stocker à 4 degrés ou bien à moins 20 degrés, donc à 4 degrés au réfrigérateur, ou bien à moins 20 degrés dans un congélateur, tout dépend la durée que l'on veut conserver, la période pendant laquelle on veut conserver ces acides nucléiques. Et vous avez vu qu'ici, on a effectivement l'ensemble des acides nucléiques. Parce que si on voulait que de l'ADN, on aurait pu mettre, après l'action de la protéinase K, on aurait pu rajouter une RNase. On aurait pu rajouter une RNase qui va dégrader les ARN. Comme ça, lorsqu'on précipite les protéines, à la fin, on se retrouve uniquement avec de l'ADN. Mais comme la RNase n'a pas été utilisée, ça veut dire que là, nous avons les acides nucléiques indifféremment, les acides désoxyribonucléiques et les acides ribonucléiques. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, concernant la dernière étape du lavage à l'eau distillée, c'est pas l'eau distillée. C'est pas le lavage à l'eau distillée. non, c'est oui. le lavage à l'éthanol, mais je parle Oui. de la dernière partie après la centrifugation. D'accord. Alors, ce n'est pas un lavage, c'est une élution. On va mettre en solution, on va remettre en solution les acides nucléiques extraits. Donc, ce n'est pas un lavage. On va les remettre en solution aqueuse, soit avec de l'eau, soit avec un tampon trice. Alors, votre question, c'est quoi? J'ai corrigé parce que vous avez mal exprimé votre... Je voudrais juste avoir le nom, c'est tout. Merci. Ah, le nom de quoi? De l'étape? C'est l'élution que vous avez dit. Oui, exactement. Élution ou bien dissolution. Mettre en solution, tout simplement. D'accord? Donc, effectivement, l'élution. C'est bon? Donc, ne confondez pas, c'est très important, ne pas utiliser un mot à la place d'un autre. Si vous dites lavage, ce n'est pas un lavage. Vous voyez? Donc, la terminologie doit être à chaque fois utilisée correctement là où ça doit l'être. Parce que sinon, pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour le plaisir de vous embêter, hein? Ne croyez pas ça. Mais parce que à l'examen, si vous utilisez un mot à la place d'un autre, c'est faux. Si c'est faux, je vous mets 0. Même si c'est juste, même si dans votre tête, vous avez compris, mais vous l'avez mal exprimé, c'est faux. Nous, on corrige des copies. Si c'est faux, vous aurez 0. Vous voyez pourquoi j'insiste sur les termes et sur la compréhension très exacte de la signification de chaque étape et de chaque terme utilisé. Quand on dit l'acétate de potassium ou le SDS, c'est pas pour précipiter les protéines. Certains m'ont dit précipiter les protéines. La protéinase K, ce n'est pas pour dénaturer les protéines. Certains l'ont dit tout à l'heure. Donc j'insiste. Chaque chose, chaque réactif a un rôle précis et il faut le dire précisément. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre solution. Vous êtes dans les sciences, il faut être rigoureux. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? On peut continuer? Donc, moi j'insiste, bien comprendre les différentes étapes et bien comprendre le rôle de chacun des réactifs que nous avons utilisés. Donc, vous avez votre polycopier où il y a un certain nombre de détails et puis là, on l'a revu ensemble, le protocole expérimental détaillé, chacune des étapes. Et là, maintenant, vous allez le voir réellement dans notre laboratoire, comme je vous l'ai dit, la séquence qui a été réalisée par nos étudiants. Alors, attendez, je sors juste le document. Alors, TP, je suis là. Attendez, je baisse un petit peu le son pour la simple raison que
la séquence n'est pas du tout... la séquence, elle n'est pas... Il n'y a pas de texte. Et pour que je puisse justement commenter. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, ce sont des étudiants. Il y en a un qui a fait la forme, les séquences. Un qui a travaillé, qui a manipulé. Donc l'équipe GMB, c'est l'équipe de génétique moléculaire et bioinformatique. Donc sur la paillasse, on a voilà, la feuille avec tout le détail de l'extraction. Il faut toujours avoir son protocole expérimental sous la main et on démarre. On démarre la première étape. La première étape, vous voyez d'abord le champ de travail. Vous voyez les boîtes de cônes qui ont été stérilisées, la boîte d'Eppendorf qui contient les tubes Eppendorf stériles. Et là, vous avez les solutions. Donc, vous voyez qu'il vient de retirer le mortier de papier aluminium, c'est-à-dire qu'ils ont été stérilisés, ainsi que la pince. Donc, tout le matériel stérilisé. Manipulation avec des gants. Comme je vous l'avais dit, avant de se mettre au travail, on fait toute une préparation. Donc, voilà l'échantillon de viande. Il va rajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau distillée stérile en utilisant une micropipette de 1000 et il va utiliser un cône bleu adapté. Alors, pourquoi il rajoute une solution, que ce soit une solution tampon phosphate ou une solution, une autre tout simplement? C'est pour permettre d'hydrater la viande pour pouvoir la broyer justement plus facilement. Donc, le broyage va être fait avec le pilon. Pendant quelques instants, vous allez voir toute la séquence de l'extraction. Alors, une fois que le broyat est réalisé, il faut prélever ce broyat pour le mettre dans des tubes Eppendorf stériles, qu'il a préalablement préparés, référencés et posés sur le portoir. Donc, le tube Eppendorf a une contenance maximale de 1,5 millilitres. Donc, il va mettre 1 millilitre par tube pour récupérer l'ensemble de l'échantillon. Voilà, donc dans chacun des tubes, il va mettre, vous voyez, un volume de 1 millilitre. Et vous voyez, il y a la référence par-dessus et les tubes, évidemment, sont immédiatement fermés, toujours pour éviter le maximum de contamination. Alors, une fois que c'est fini, on va passer à l'étape de la lyse cellulaire. Vous voyez, 25 microlitres, pipette de sang. Vous avez vu, premier cadran, 0. Après, 2 et 5 pour 25 microlitres. Donc, il met 25 microlitres dans chacun des tubes. Là, nous sommes à l'étape de la lyse cellulaire. Alors, la lyse cellulaire se fait en même temps que la digestion des protéines. On va rajouter immédiatement la protéinase, concentrée à 10 microgrammes par microlitre. Donc, on va rajouter 15 microlitres. Regardez, 15 microlitres sur une pipette de 100, puisqu'on peut mesurer, de 10 à 100 microlitres. Donc, on rajoute directement la protéinase K, 15 microlitres. Donc, c'est un petit volume. Il faut s'assurer qu'il a été bien prélevé. Alors, maintenant, il faut laisser incuber pendant quelques heures à 55 degrés. Donc, on va fermer les tubes. Bien sûr, avant, il faut mélanger. Il faut donc, soit manuellement en retournant le tube Eppendorf entre les doigts, soit en mettant sur ce petit appareil qui tourne quelques instants pour bien homogénéiser la solution, le broyat avec les réactifs que nous venons de mettre. Donc voilà, les tubes sont placés sur un polystyrène qui va flotter sur un petit flotteur qui a été fabriqué par nos soins et mis dans un bain-marie préalablement réglé à 55 degrés pendant quelques heures, jusqu'à 4 heures, il n'y a pas de souci.
Alors évidemment, les 4 heures se sont écoulées bien vite, n'est-ce pas? On récupère les tubes. Et là, qu'est-ce qu'on a dans le culot? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans le tube? On a un ensemble de choses. Les protéines, madame. On a toute la bouillie, j'allais dire, intracellulaire. Et maintenant, on va utiliser l'acétate de potassium à 5 molaires. En rajoutant l'acétate de potassium, on est à l'étape d'extraction. Donc, on mélange bien l'acétate de potassium pour faire précipiter sélectivement les protéines. Donc, dans chacun des tubes, on rajoute 220 microlitres de l'acétate de potassium, solution préparée à l'avance et qui a été stérilisée et qui a été conservée à 4 degrés. Et vous voyez le protocole expérimental en face de l'étudiant qui est donc placardé sur la paillasse. Comme ça, on ne se perd pas et toutes les étapes sont suivies à la lettre tranquillement. Donc, on rajoute l'acétate de potassium, on mélange correctement et ensuite, donc ça va faire la précipitation des protéines. Et pour pouvoir séparer les protéines du reste des acides nucléiques, on va centrifuger pour les faire tomber au fond du tube Eppendorf. Donc, on va programmer une petite centrie. Donc là, vous avez le rotor dans lequel on va placer les tubes qu'il faut placer de façon symétrique, bien entendu, pour éviter un déséquilibre. Donc, si on a 3 tubes, il faut toujours avoir un 4e tube d'équilibre et les placer de façon symétrique. On ferme le rotor avec son couvercle, qui est donc vissé, et ensuite on ferme le couvercle de la centrifugeuse pour pouvoir régler les paramètres et lancer la centrifugation. Donc là, c'est une centrie de paillasse qui est très simple. Il y a 2 boutons, un bouton pour régler le temps et un bouton pour régler le nombre de tours par minute, le nombre de les RPM. Donc là, on est en train de régler. Voilà, on arrive à 12 000 RPM et le temps, là, il est à 10 minutes. D'accord? On le voit bien puisque ça a été vraiment filmé de près. Qu'est-ce qu'il fait? Il règle à 5 minutes. Voilà, le temps, 5 minutes, non pas 10. Et il lance. Une fois que c'est lancé, on attend la fin. Et quand c'est fini, on voit que le temps s'est écoulé. C'est un compte à rebours. Il indique 0. Vous voyez? Voilà. Une fois que c'est fini, le voyant vert s'allume et on attend que le voyant de la porte se déclenche. Voilà, une fois qu'il s'est déclenché, on appuie dessus pour pouvoir ouvrir la porte de la centrie. Ce sont des systèmes de sécurité, vous vous en doutez. Voilà, on récupère les tubes et maintenant au fond du tube, il y a quoi? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a au fond du tube? Un culot de... Je vous écoute. Non! J'ai arraché les cheveux là. Qu'est-ce qu'on vient de mettre juste avant? On a mis l'acétate de potassium. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le culot? Les protéines, madame. Merci. Ah là, je vais me fâcher. Hein. Ça veut dire que vous ne suivez pas. N'est-ce pas? Non, madame, on fouille. Bah, vu la réponse de quelques-uns, de quelques-unes, ça m'a fait peur. Donc, on voit très bien le culot protéique et le surnageant. Donc là, on va récupérer le surnageant. Donc, vous voyez, il prend une pipette de 1000 et il règle à 750. Donc, il va régler à 750 microlitres pour prélever le maximum en faisant attention de ne pas toucher le culot pour ne pas emporter des protéines. Donc, on va rester au niveau du surnageant et prendre le maximum qui est 750. Pourquoi on prend 750 qui est le maximum? Parce que le tube Eppendorf fait 1,5 maximum de contenance. Donc, 750 de surnageant plus 750 d'alcool, ça va faire un total de 1,5. Donc, il va prélever de chacun des tubes
qu'il a travaillé tout à l'heure, il va prélever le surnageant qui contient donc les acides nucléiques. Vous voyez, il y va vraiment doucement pour ne pas remettre en suspension le culot et pour ne pas donc contaminer évidemment le surnageant par les protéines. Donc, on travaille doucement, minutieusement, mais ce n'est pas très complexe. Alors maintenant, il va mettre de l'alcool à froid, de l'isopropanol qu'on vient de sortir du congélateur, qui était à moins 20 degrés. Ah, il n'a pas fini, il reste encore un tube après. Excusez-moi. Il y en avait 3. Donc voilà l'isopropanol. Donc là, on est à quelle étape? L'étape d'extraction. De précipitation. Précipitation des acides nucléiques par un alcool à froid. On utilise l'isopropanol volume à volume, donc 750 qu'il a prélevé tout à l'heure, et c'est 750 d'isopropanol. Et regardez, quand il rajoute l'isopropanol, on est pile poil au maximum du volume de l'Eppendorf, qui est 1,5 millilitre. Alors maintenant, on peut mélanger, et théoriquement, là, on précipite les acides nucléiques, donc on devrait voir apparaître une méduse. C'est à ce niveau-là qu'on voit apparaître la méduse. Donc évidemment, on peut la voir, mais on peut ne pas la voir s'il n'y a pas assez de matériel biologique. D'accord? Si on ne la voit pas, ce n'est pas significatif d'une absence d'ADN dans le milieu. Mais il faut aller jusqu'au bout. Là, on voit quelque chose. Donc, on mélange correctement par retournement du tube Eppendorf pour faire la précipitation. Et on va mettre ces tubes à moins 20 pour accélérer, pour augmenter le rendement de précipitation des acides nucléiques. Et là, on va justement continuer l'étape pour les retrouver, pour les isoler. Eh bien, on va centrifuger pour les faire tomber au fond de l'Eppendorf. Donc, comme tout à l'heure, la centrie, c'est toujours la même qui est utilisée. Vous le voyez, on l'a déjà commenté tout à l'heure, réglage, fermeture bien sûr, réglage, et ensuite on lance la centrie. Qu'est-ce qu'on a au fond du tube? Les acides nucléiques. Merci. Donc, les acides nucléiques sont au fond et on va se débarrasser du surnageant pour pouvoir procéder à quelle étape? Quelle est l'étape suivante? Madame, le lavage. Exactement. Donc, vous voyez, très bien, c'est le lavage. On se débarrasse du surnageant dans la poubelle. On éponge un peu pour éliminer le maximum d'isopropanol. D'accord? Donc, on y va doucement, bien entendu, pour ne pas faire tomber le culot d'acide nucléique, pour ne pas perdre le matériel que nous voulons justement extraire. Et ensuite, on va laver, c'est-à-dire on va mettre de l'éthanol à 70%, qui est toujours à froid, qui était au congélateur, et qu'on ressort, et qu'on sort justement juste avant l'utilisation. Donc, effectivement, rincer le culot, laver le culot avec 300 microlitres d'éthanol à 70%.
Donc, une fois qu'il rajoute les 300 microlitres, il va bien mélanger. Il va bien essayer de remettre en suspension le culot. Il ne faut pas le laisser, il faut vraiment le homogénéiser avec l'éthanol qu'il a rajouté, qui est hydraté, légèrement hydraté. Donc, il fait des allers-retours avec la pipette en appuyant jusqu'au premier cran et en remontant. Premier cran remonté sans aller jusqu'au deuxième cran. Alors ensuite, évidemment, il va jeter le cône parce qu'il a bien trempé dans la solution précédente pour ne pas contaminer, d'accord, la solution initiale d'éthanol avec le reste. Donc, la même opération. Voilà, jusqu'à ce qu'il décroche le... Vous voyez, il fait des allées-venues avec l'embout jusqu'à ce que le culot se détache de la paroi de l'Eppendorf. Vous voyez ce que je vous disais tout à fait au début, les conditions de travail. Donc, quand on veut travailler, on aménage. Le plan de travail, il a la pipette à côté, il a la poubelle à côté, il a son protocole juste en face de lui, il a les boîtes de code disposées, il y a le portoir avec les tubes numérotés, référencés. Donc, tout le matériel dont il a besoin est à disposition et prêt. Les solutions qui doivent être à -20 le sont, elles sont sorties à la dernière minute. Donc, il faut travailler de façon minutieuse et efficace. Donc là, après le lavage, évidemment, on va centrifuger pour à nouveau récupérer les acides nucléiques et se débarrasser des traces d'isopropanol ainsi que de l'éthanol dans lequel on a fait le rinçage. Là, il y a une erreur, il va s'en rendre compte. Ils doivent être équilibrés, regardez, le nombre de trous entre chaque doit être identique. Donc, c'est l'une des dernières centries. Alors, évidemment, cette étape de lavage peut être refaite. C'est-à-dire, quand il va récupérer maintenant les tubes dans lesquels il y a les acides nucléiques dans le culot, il peut à nouveau se débarrasser du surnageant et remettre à nouveau de l'éthanol à 70% et refaire l'opération une deuxième, voire une troisième fois pour se débarrasser totalement des impuretés, au maximum en tout cas, des impuretés qui peuvent être présentes au niveau des acides nucléiques. Et à la fin, on va jeter le surnageant, bien entendu, éponger et laisser les acides nucléiques laisser s'évaporer l'alcool à température ambiante sur la paillasse directement. Donc voilà. Et là, vous avez, évidemment, on est arrivé à la fin de l'extraction. On va laisser s'évaporer pendant une nuit si on a arrivé à cette étape en fin de journée. Donc, on va laisser toute la nuit sur la paillasse recouverte d'un petit Kleenex propre pour éviter des dépôts de débris environnementaux. Et ensuite, le lendemain, on va procéder à l'élution, c'est-à-dire qu'on va remettre en solution les acides nucléiques et on va les conserver directement à 4 degrés ou bien à moins 20 degrés. Alors. Est-ce que vous avez suivi toute la séquence? Oui, madame. Alors. Est-ce que vous avez compris comment on règle le volume? Parce que je viens de voir vos messages. Oui, madame. Vous avez compris comment on règle le volume? C'est très important. Très bien. Je vérifie juste les messages. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que nous venons de voir maintenant? Non, pas de questions. Très bien. Donc, tout est clair? Madame, alors, si tout est clair, le lavage vient avant l'élution ou bien c'est... Je pense que c'est la même chose, le lavage et l'élution. C'est pour se ah non, ce n'est pas la même C'est- chose, mademoiselle. Non. Le lavage est une étape qui est antérieure à l'élution. Ça veut dire quoi, lavage?
Le lavage, on va débarrasser les acides nucléiques des impuretés en utilisant un alcool légèrement hydraté. L'élution, ça veut dire que je vais mettre en solution l'ADN extrait pour le conserver et pour l'utiliser après. Ce sont des choses différentes. Vous me suivez? Je partage avec vous le PPT et je reviens ici à l'étape de... Voilà, le lavage. Regardez, le lavage, c'est une étape antérieure à l'élution. Là, on est à la fin. À la fin, quand je mets l'eau stérile, je mets en solution. Quand je mets de l'alcool, je ne mets pas en solution. Je ne fais que laver. Quand je mets l'eau stérile à la fin, je vais mettre en solution les acides nucléiques extraits pour pouvoir les conserver à 4 degrés ou bien à moins 20 degrés. Donc, ce n'est pas la même chose. L'étape est une étape de précipitation, l'étape de lavage est une étape de lavage, et l'élution, c'est la dernière étape, c'est-à-dire on va mettre en solution. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Donc, on a l'étape de préparation de l'échantillon, c'est tout ça, c'est une première étape. Si on veut décortiquer les étapes par rapport au principe, on a une première étape de traitement de l'échantillon, deuxième étape, lyse cellulaire, troisième étape, digestion enzymatique, quatrième étape, précipitation des protéines, utilisation de l'acétate de potassium, précipitation des protéines. Cinquième étape, on va faire la précipitation des acides nucléiques. Sixième étape, ça va être le lavage. Et enfin, dernière étape, ça va être l'élution et conservation de l'échantillon. Donc, vous voyez, les différentes étapes sont décortiquées au niveau du protocole expérimentaire. Dans le principe, évidemment, ce n'est pas indiqué toutes ces petites étapes-là, mais elles sont nécessaires. Donc, une étape de lavage, on précipite, on lave et ensuite on fait l'élution. Donc, le lavage, ce n'est pas l'élution. D'accord, madame. C'est bon pour tout le monde maintenant? Alors, si tout le monde est OK, je vais faire l'appel rapidement, d'accord? Alors, je mon stylo. Alors, quand je vais faire l'appel, je vous demanderai, s'il vous plaît, de répondre oralement. Vous activez votre micro, vous me répondez. Alors, l'Arbèche, oui, elle est là. Parce que je vous ai sur le chat, tu vas votre nom. Le Mrid Hajar. Le Mrid Hajar, parce que certains, je ne les vois pas, donc vous devez répondre. Le Mrid Hajar, non, elle n'est pas là. Alors, Lousimi Rizlan. Lousimi Mariam. Naini Salman. Naini Salman était là, parce que j'ai posé une question tout à l'heure. Mashhoum. Oussama, vous répondez, s'il vous plaît. Alors, Madi Manel. Mahdouli. Ihsan. Mahfoud Rita. Mansouri Nouhila. Mani Yousra. Marjan Rajab. Bon, je crois que je prends